Alors, bienvenue pour la reprise et pour notre après-midi. On va commencer avec une nouvelle table ronde sur le thème des réseaux sociaux. On l'a intitulé « Les réseaux sociaux peuvent-ils échapper aux milliardaires, rendre les réseaux sociaux à la société ?» Et sans plus attendre, je cède la parole à Thomas Giry qui va animer cette table ronde. Merci, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le cadrage qui a été pensé pour cette table ronde. À partir de la fin des années 2000, est apparu ce que l'on a appelé l'Internet des réseaux sociaux, qui est devenu une part de la vie sociale à part entière et surtout une part importante de la circulation de l'information. Au point que désormais, on peut dire que toute l'économie de l'information dans nos sociétés a été restructurée. La perception même des réseaux sociaux a évolué ces dernières années. À l'aube des années 2000, ils étaient principalement vus comme favorisant l'expression de groupes jusqu'alors privés de parole ou comme une alternative bien salutaire aux grands médias traditionnels. Mais depuis, ils ont été de plus en plus dénoncés pour les biais qu'ils induisent et la désagrégation du débat public. Le rachat de Twitter par Elon Musk, son utilisation spectaculaire pour faire basculer de manière décisive des campagnes électorales du côté de l'extrême droite, cela a rendu évident le pouvoir d'influence considérable que le contrôle de ces outils donne à quelques milliardaires. Dès lors, dans leur forme actuelle, ils apparaissent davantage comme des outils de renforcement d'une dérive oligarchique. Ce colloque articule l'analyse matérielle, critique des objets présents et une recherche d'alternatives, qu'elles soient déjà mises en pratique ou sur lesquelles on peut se projeter pour peu qu'on en ait la volonté politique. Dans cet esprit, lors de cette table ronde, les discussions feront donc l'analyse des dysfonctionnements et dangers des réseaux sociaux des milliardaires, puis elles se porteront sur les moyens, par la régulation ou par la production d'alternatives, pour rendre l'Internet des réseaux sociaux à la société. Alors, je vous présente rapidement nos intervenantes et intervenants, que nous remercions de venir nous apporter leur lumière sur ces questions. J'en profiterai pour citer quelques références, car vous l'avez compris, ça va être une après-midi riche avec 3 tables rondes, des délais nécessairement contraints, et ça sera forcément un peu frustrant, d'autant que j'anticipe la question, il ne sera pas possible d'avoir d'échange avec le public à la fin, compte tenu de nos contraintes horaires. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, et avoir quelques références, je les glisse dans la présentation de nos intervenantes et intervenants, par ordre alphabétique peut-être. Donc Anna Lombert, ici présente, qui est philosophe, autrice de Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies, publiée aux éditions Alia en 2023, et co-autrice avec Gaël Giraud de Le capital que je ne suis pas, mettre l'économie et le numérique au service de l'avenir, publié l'an dernier chez Fayard. Vous trouverez également sur le site du Conseil national du numérique de nombreux rapports et notes extrêmement intéressants pour notre thématique, et Anne a copiloté le rapport sur l'économie de l'attention et la note « Cultiver la richesse des réseaux », entre autres. Nous avons également, à côté d'Anne, à sa gauche, Jean Catan, qui est justement secrétaire général du Conseil national du numérique et co-auteur avec Serge Abitboul de « Nous sommes les réseaux sociaux », paru en 2022 chez Odile Jacob. À mes côtés, Jean-Loup Fourquet, vidéaste, co-auteur avec Len Nguyen Wang de « La dictature des algorithmes », Taillandier 2024. Tous deux sont membres de l'association Tournesol, initiateur d'une tribune parue en octobre dernier, qui alertait sur l'urgence de porter de l'attention au conflit d'intérêts des experts en IA dans les médias. Enfin, tout au bout, Marie-Lou Leroy, enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur, juriste, spécialiste du numérique, co-autrice avec Célia Zolinsky et François Levin de l'article « L'économie de l'attention saisie par le droit, plaidoyer pour un droit à la protection de l'attention » d'Allos 2019. Sa thèse, quant à elle, est intitulée « La loyauté des plateformes à l'égard des consommateurs », également parue chez Dalloz en 2023. On peut peut-être commencer par questionner Anna Lombert sur, dans un premier temps, des constats, puis des alternatives.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les biais qu'impliquent les réseaux sociaux tels qu'ils fonctionnent de manière classique depuis 10 ans, les changements récents liés à l'intelligence artificielle générative? En quoi peut-on dire que les plateformes de réseaux sociaux ne fonctionnent pas comme des forums publics neutres? Peut-être. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, cette table ronde et ces questions. Alors, oui, pour répondre à la question des biais des réseaux sociaux commerciaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, je voudrais commencer par remonter un tout petit peu dans le temps pour prendre un petit peu de recul sur la manière dont nos espaces médiatiques ont évolué durant les 50 ou 70 dernières années. Parce que, en fait, la question de l'espace médiatique, c'est une question qui a été qui est aujourd'hui complètement reconfigurée par les technologies numériques et les intelligences artificielles, et qu'on a tendance parfois à oublier un petit peu, alors que l'espace médiatique, c'est la condition de possibilité, en fait, de l'espace public, tout simplement. Un espace public suppose toujours des technologies de publication, et ce sont à travers ces technologies de publication que vont circuler les symboles, les idées, les savoirs, et donc ce sont ces technologies de publication qui vont conditionner la possibilité de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion qui sont fondamentales dans les démocraties. Donc, un très bref retour. Nous avons vécu, disons, depuis les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de transformations de nos espaces publics médiatiques. Qui ont conduit, pour certaines, à leur privatisation progressive. Donc, c'est d'abord, en fait, ce sont d'abord les technologies audiovisuelles qui sont apparues et qui se sont développées dans les années 60 avec la radio et puis la télévision. Ça constituait une première rupture par rapport aux technologies littérales ou imprimées, de la presse, des journaux, etc. Suite à cette première rupture, dans les années 90, apparaissent Internet, le web, les sites, les blogs, les forums, etc. Et donc là, on a une nouvelle rupture, une nouvelle transformation technologique de l'espace médiatique, qui sera suivie par deux autres transformation importante. À partir des années 2010, le développement des réseaux sociaux commerciaux et des plateformes de contenu. Et puis, disons, dans les années, à partir des années 2018 et des années 2020, l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Donc, en fait, c'est important d'avoir un peu ces grands moments en tête, parce qu'à chaque fois, la question de l'espace public et de l'espace médiatique va se poser différemment. Et puis, évidemment, ces évolutions risquent de se poursuivre, puisque Elon Musk parlait récemment d'une obsolescence du langage humain suite au développement des implants cérébraux. Donc évidemment, on peut se poser la question de l'avenir de l'espace public si le langage devient obsolète, parce qu'on peut évidemment penser et communiquer par d'autres moyens que le langage, mais c'est quand même le langage qui est la médiation la plus largement partagée, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors, pour revenir simplement sur ces différentes ruptures, voilà ce que je voulais dire. Alors, la première chose, c'est que quand Internet se développe, le web, les sites, les blogs, les forums, etc., la rupture, disons, est plutôt positive, ou va plutôt dans le sens d'une démocratisation de l'espace public. Pourquoi ? Parce que les technologies audiovisuelles ou analogiques, ce sont des médias qu'on peut dire unidirectionnels, au sens où vous avez une source médiatique qui va diffuser de l'information, mais ceux qui reçoivent l'information ne peuvent pas eux-mêmes en produire. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, une émission de télévision, vous-même, vous n'êtes pas en position de pouvoir produire une émission de télévision. Vous n'en avez pas les capacités techniques, vous n'en avez pas les moyens financiers, etc. Donc vous êtes un petit peu structurellement, disons, en position de récepteur passif des contenus symboliques ou informationnels qui ont été produits par une autre sphère, qui est ce que Bourdieu appelait par exemple le champ journalistique, donc un ensemble d'acteurs qui ont produit l'information et qui vous la transmettent.
avec Internet et le web, les liens hypertextes, les sites, etc., le récepteur d'informations, le public, peut lui-même devenir producteur d'informations. C'est ça qui est très important. Il peut lui-même participer, contribuer à, on va dire, à la production et à la diffusion des symboles dans les sociétés, en publiant par exemple un blog ou un site, ou bien en publiant des vidéos ensuite sur des plateformes de contenu, etc. Donc il y a une sorte d'appropriation de l'espace médiatique qui devient possible pour la population. Mais le problème, c'est qu'avec le développement des réseaux sociaux commerciaux, donc je dis bien des réseaux sociaux commerciaux parce que ce n'est pas le cas de tous les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux commerciaux qui sont fondés donc sur des modèles d'affaires publicitaires et donc sur la collecte des données et la captation des attentions, et bien avec ces réseaux sociaux commerciaux-là, finalement, ils utilisent des algorithmes de recommandation qui vont en fait faire le tri entre les contenus symboliques ou informationnels qui seront vus et ceux qui ne seront pas vus. C'est l'algorithme de recommandation qui va décider finalement ce que vous voyez ou ce qui demeure invisible. Et donc, si vous voulez, on a une impression d'horizontalité dans la capacité de produire et de publier du contenu, dans l'acte de publication, mais en fait s'exerce une extrême verticalité dans la recommandation du contenu. Parce que ces algorithmes de recommandation, ils sont conçus, ils sont développés par des entreprises privées qui possèdent ces réseaux sociaux commerciaux et qui ont évidemment des intérêts. Ils ne décident pas des critères de sélection du contenu au hasard. Ils ont des intérêts économiques puisqu'ils se fondent sur le modèle de l'économie de l'attention. Donc l'idée, c'est de maintenir les individus connectés le plus longtemps possible, de maximiser l'engagement, donc de diffuser des contenus un peu sensationnels, choquants, clivants, polarisants. Et donc, évidemment, les algorithmes de recommandation vont être conçus et développés à cette fin, à travers justement la conception de fonctions objectives dont Zako parlait ce matin, très spécifiques, qui permettent d'orienter les algorithmes dans ce sens. Et puis bien sûr, quand les propriétaires de ces plateformes ont des intérêts politiques, par exemple comme c'était le cas d'Elon Musk durant la campagne électorale présidentielle américaine, les algorithmes de recommandation, enfin l'algorithme de recommandation de la plateforme X en l'occurrence, va être conçu et développé pour, par exemple, augmenter la visibilité des influenceurs pro-Trump, etc. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espace public numérique aujourd'hui n'est pas un espace public démocratique en ce sens, puisque évidemment tout le monde peut produire du contenu, mais il n'y a que certains acteurs qui sont des entreprises privées, qui ne sont pas du tout soumises, disons, à la délibération collective, qui vont décider de la recommandation et de la sélection des contenus. Et donc là, il y a une très grande asymétrie. Cette asymétrie est renforcée par le fait que ces algorithmes de recommandation peuvent cibler les individus de manière très précise, grâce au calcul, au traitement statistique des quantités massives de données qui sont collectées, et elle est renforcée également par le fait qu'ils sont invisibilisés. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, sur TikTok, sur X, etc., vous n'avez pas conscience que quelqu'un vous recommande le contenu, d'accord ? Vous ne voyez même pas en fait cette recommandation à l'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle, quand nous avons réfléchi à ces questions dans le cadre du Conseil national du numérique notamment, nous avons vraiment insisté sur la nécessité d'agir sur les modèles d'affaires de ces entreprises privées et sur les algorithmes de recommandation, et non pas seulement, si vous voulez, sur la publication des contenus, ce qui n'est pas suffisant. Ensuite, donc, dernière phase peut-être, avec le développement des intelligences artificielles génératives, qui ouvrent de nouveaux risques pour l'espace public numérique. Alors, d'une part, il faut bien avoir en tête que ces intelligences artificielles génératives qui génèrent automatiquement donc des contenus symboliques de toutes sortes, textuels, imagés, sonores, audiovisuels, se fondent sur une exploitation statistique de toutes les données ou la mémoire collective numérisée, si vous voulez, des sociétés, et que donc ce sont des calculs algorithmiques qui sont effectués de manière extrêmement rapide sur des quantités massives de données, qui vont tendre en fait à homogénéiser ou à standardiser cette mémoire collective ou ces contenus culturels. Pourquoi ? Parce que quand vous faites des calculs statistiques sur des quantités massives de données, eh bien forcément les
les contenus un peu originaux, exceptionnels, etc., ne sont pas pris en compte dans les calculs statistiques. Et donc, vous allez tendre à une forme de standardisation, d'uniformisation, alors même que c'est à travers ces contenus originaux ou différents, singuliers, que la culture collective peut se renouveler. Et ces effets de standardisation et d'uniformisation vont être démultipliés par le fait que les modèles de langage vont bientôt avoir dans leurs données des contenus qui sont déjà générés automatiquement. Vous voyez, donc il y a une sorte d'anthropisation informationnelle ou culturelle, d'où la nécessité de valoriser sur nos espaces informationnels des contenus qui nous semblent collectivement pertinents. Parce que sinon, nous risquons en fait de nous orienter vers de plus en plus de désinformation et de plus en plus de standardisation et d'uniformisation. Bien, merci pour ce premier tour d'horizon qui est aussi un tour de dévoilement des rapports de pouvoir, finalement, qui se jouent dans le rapport aux réseaux sociaux. Face à ces aggravations récentes, tant du point de vue de la concentration économique des réseaux sociaux que de l'évolution idéologique de leurs propriétaires, des récents développements cités il y a un instant des intelligences artificielles génératives. Comment inverser la tendance? Comment réintroduire de la pluralité des points de vue et des logiques démocratiques dans ces espaces numériques? Alors, bon, mes collègues de la table vont répondre plus précisément à ces questions, mais en fait, il y avait une notion que je voulais vraiment mettre sur la table qui me tient beaucoup à cœur et qui tient aussi à cœur au cœur de Jean Catan, me semble-t-il, qui voilà, on a poussé fortement cette notion avec le Conseil national du numérique, dans le cadre notamment des États généraux de l'information, qui est la notion de pluralisme algorithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pluralisme algorithmique? Ça veut dire tout simplement que nous avons, par le passé, édicté des lois, d'une certaine manière, pour garantir la pluralité des médias, la pluralité des points de vue et leur circulation, disons, dans les médias. Aujourd'hui, donc par exemple, le service public audiovisuel qui était censé garantir qu'un certain nombre de contenus audiovisuels échappent à la logique voilà, de la rentabilité immédiate qui est celle des chaînes de télévision privées, même si en fait ces chaînes de télévision publiques ont ensuite adopté la logique de l'audience qui est celle des chaînes de télévision privées, mais bon, c'est pas le sujet ici. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous devons repenser cette question du pluralisme des médias à l'époque des médias numériques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette notion de pluralisme algorithmique qui implique en fait de diversifier les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, y compris sur les réseaux sociaux commerciaux. Parce que sur les réseaux sociaux non commerciaux, évidemment, vous n'avez pas un algorithme de recommandation qui recommande les contenus à tout le monde. Vous n'avez pas la même concentration, la même centralisation dans la recommandation. Donc, pour diversifier ces algorithmes de recommandation et arriver à une forme de pluralisme algorithmique, il y a plusieurs propositions qui peuvent être mises sur la table. D'une part, donc le droit au paramétrage dont on va reparler, donc la possibilité de paramétrer les algorithmes de recommandation individuellement, mais aussi le dégroupage des réseaux sociaux, donc la possibilité de laisser à d'autres acteurs le droit, si vous voulez, de proposer leurs propres algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux commerciaux dominants, pour qu'il n'y ait pas une seule entité qui recommande, ou encore la recommandation collaborative dont Jean-Loup reparlera, qui suppose de fonder ces algorithmes de recommandation sur les jugements humains, sur les jugements par les pairs, et non pas sur des calculs quantitatifs et orientés, disons, dans les intérêts économiques immédiats des plateformes. Donc, je crois qu'il faut vraiment explorer ces solutions et beaucoup d'autres pour arriver justement à recréer de la confiance dans cet espace médiatique numérique, l'enjeu n'étant pas seulement de repérer les fausses informations et les vraies informations. D'ailleurs, la distinction entre vrai et faux ne recoupe pas la distinction entre humain et machine. Vous pouvez avoir des contenus produits par des humains qui sont tout à fait faux, des contenus produits par des machines qui ont un sens, donc qui en ce sens-là sont vrais. Bon, donc je pense qu'il faut vraiment déplacer le débat et s'interroger sur la visibilité de l'entité qui recommande. L'esprit critique dans un espace médiatique numérique suppose que nous puissions avoir accès à l'algorithme de recommandation et que nous puissions identifier, si vous voulez, les sources des recommandations et aussi baser ces algorithmes de recommandation sur des jugements collectifs, humains, sur des délibérations collectives et non pas
voilà, sur une centralisation, si vous voulez, entre les mains des quelques acteurs dominants dans le champ des industries culturelles numériques. Voilà. Merci pour ces pistes et cette ouverture sur la suite de nos échanges. Je crois qu'il est tout à fait dans la continuité de s'adresser à Jean Catan pour demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel principe s'est construite la régulation publique des réseaux sociaux jusqu'à maintenant et pourquoi aujourd'hui ces fondements rencontrent-ils de sérieuses limites? Merci beaucoup. Alors, votre question invite à un léger retour vers le futur. Donc, très rapidement et en moins de 10 minutes, je vous le promets, je vous propose de faire un bond en arrière il y a 30 ans. Il y a 30 ans, et même je vais vous proposer 2 bonds en arrière il y a 30 ans, le deuxième viendra ensuite. Le premier, donc, c'est de se dire en 96, bon, bah voilà, on est beaucoup dans la salle à avoir découvert Internet, hein, quel que soit l'âge de nos vies, tout d'un coup, c'est arrivé, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a des murs qui sont tombés, on a pu parler à tout le monde sur la Terre entière, c'était absolument fantastique. Et à ce moment-là, les États-Unis se sont dit, si on veut que cet écosystème il prolifère, il faut faire quelque chose, c'est d'une certaine manière déresponsabiliser les acteurs qui sont les intermédiaires techniques de cette chaîne de valeur qu'est Internet. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé un régime juridique appliqué à ce que l'on appelle les hébergeurs et qui vise à dire que si vous êtes neutre quant au contenu que vous mettez à disposition du public, si vous ne touchez pas au contenu, alors on présuppose que vous n'êtes pas responsable de son éventuelle illicéité. Vous ne devenez responsable de l'illicéité du contenu que vous mettez à disposition du public qu'à partir du moment où on vous a prévenu qu'il y avait un contenu illégal sur vos serveurs et que vous le mettiez à disposition du public. Alors là, oui, l'hébergeur devient responsable. Et donc, on a pris en Europe ce régime-là, tout simplement, qui est dans la section 230, aujourd'hui encore, cette fameuse section 230 du droit américain, qui a été introduite là-bas en 96 et qu'on a copié-collé en Europe, sans trop de réflexion, à vrai dire, je pense, en 2001. Donc à travers une directive qui s'appelle e-commerce, et on a transcrit ça en droit français en 2004. Et il faut bien le dire, mais c'est peut-être ma perspective de juriste qui me fait penser ça, que on n'aurait pas les réseaux sociaux aujourd'hui si on n'avait pas ce régime juridique. On ne pourrait pas avoir 2 jeunes personnes qui créent YouTube et qui décident d'ouvrir un système d'accueil des vidéos qui viennent du monde entier en étant responsables. Ces personnes-là n'auraient pas pu assumer cette responsabilité. Donc, pour moi, les réseaux sociaux n'existent pas sans ce régime juridique-là, ce régime de l'éditeur. Maintenant, on a tous les réseaux sociaux ensuite qui se sont créés, donc l'univers qu'on connaît aujourd'hui, hein, à peu près, c'est-à-dire les Facebook et ensuite toutes les déclinaisons sous forme d'Instagram et autres, quels que soient les continents, finalement, ils respectent les mêmes principes. C'est-à-dire que vous avez des utilisateurs qui mettent du contenu sur une place centrale, la plateforme, qui met à disposition du public. Avec ce que précise Anne et qui est absolument fondamental, une évolution qu'on a vu se faire au fil du temps, c'est-à-dire l'accroissement du pouvoir de la plateforme sur le choix qui était fait dans ce qui était vu et ce qui n'était pas vu. Et c'est là où on touche une limite profonde du système sur laquelle on va revenir. Mais on a maintenu ce système-là pendant des années et des années et des années, en essayant de forcer un peu des règles de modération, comme on les appelle, sur le contenu qui est hébergé par ces entreprises-là, pour les forcer à être, disons, bienveillantes. Donc petit à petit, on voit apparaître ces contraintes progressives sur les plateformes pour faire en sorte qu'elles retirent mieux le contenu illégal, pour faire en sorte qu'elles répondent mieux aux personnes qui leur signalent des contenus illégaux, pour faire en sorte qu'elles soient proactives. Et peut-être vous vous souvenez d'une période comme 2014 où on a vu cette question du droit à l'oubli émerger, et on a considéré que les plateformes étaient les bonnes personnes à un moment pour apprécier si oui ou non une personne était légitime pour demander le retrait d'un contenu la concernant et n'étant pas forcément valide du point de vue du traitement des données personnelles. Ce qui à l'époque déjà nous paraissait comme le fait de conférer un pouvoir considérable à ces plateformes, mais ça ne s'est pas arrêté là, on a continué en ce sens. Jusque donc en 2020, à une période où on s'est rendu compte que ces plateformes pouvaient être le lieu de manipulation électorale, pouvaient être le lieu de déversement de beaucoup de contenus très problématiques, et on s'est dit, bon, on va mettre un cran plus loin, sans remettre en cause ce régime-là, d'irresponsabilité de principe, on va mettre quand même un petit jalon, et on va faire, dans ce que l'on a appelé le règlement sur les services numériques, sur lequel j'imagine Marie-Lou reviendra, un principe qui vise à responsabiliser les très grands réseaux sociaux et visant à dire, maintenant, c'est à vous de justifier que vous mettez en œuvre les moyens suffisants pour éviter qu'il y ait des risques systémiques qui soient propagés par vos plateformes. Donc, vous êtes responsable d'une chose, c'est de justifier des moyens mis en œuvre pour éviter que, en gros, vous soyez à l'origine de problèmes systémiques. D'accord ? Donc, faisant ça, on s'est mis
en retrait, c'est-à-dire que l'on confère aux plateformes le pouvoir d'apprécier les risques qu'elles véhiculent, d'apprécier la pertinence des remèdes qu'elles proposent, et ensuite, c'est à nous de dire si oui ou non, ça va bien. Avec, il faut bien le dire, une vision de la Commission européenne qui monopolise quasiment tous les pouvoirs vis-à-vis des plateformes aujourd'hui. Donc c'était cette bataille entre Thierry Breton et les autres présidents de réseaux sociaux. En gros, il avait fait une vidéo où il incarnait le DSA en tant que shérif. Donc il avait repris une vidéo du bon, de la brute et du truand en disant "There is a new sheriff in town", nanani nanana. Et en fait, voilà, c'est les phrases "ce qui est illégal hors ligne devient illégal en ligne". Enfin bon, c'est cette figure un petit peu viriliste et un peu, je dois dire, abjecte finalement de la régulation qui a été proposée à l'époque comme une place centrale forteresse avec un flingue. La régulation, c'est pas du tout ça. Bon, on y reviendra peut-être. Mais c'est cette idée qui a véhiculé et qui nous met, dans une certaine mesure aujourd'hui, dans une forme de paralysie. Aujourd'hui, 2 ans après l'adoption de ce texte, il est très dur d'estimer que l'on peut avoir des avancées qui vont venir peu ou prou dans les semaines à venir. J'espère me tromper. Donc on est resté sur ce principe selon lequel, bon, en gros, on évite de trop toucher à la structure de la plateforme. Ça, c'est très important. Maintenant, deuxième aller-retour, donc en 96, c'est aussi là où on a commencé à vraiment entrer dans la libéralisation d'un autre secteur qui est celui des télécoms, des réseaux télécoms. Et peut-être vous vous souvenez que, aux années 2000, donc vous voyez, d'un côté, on a le régime des hébergeurs, de l'autre côté, on a fait le dégroupage. Le dégroupage, c'est quoi? C'est tout simplement, alors peut-être certaines personnes aussi dans la pièce s'en souviennent, le dégroupage, ça consistait à dire, et c'était la commission qui avait dit ça aussi, vous, France Télécom, vous êtes en monopole sur le réseau en cuivre qui vous appartient et qui tapisse le pays. Maintenant, pour assurer l'existence d'un marché ouvert, et donc l'entrée de concurrence sur le marché des télécoms, on va s'assurer que vous donniez accès à votre propriété pour conférer un accès à vos concurrents pour que eux puissent fournir des services sur la base de votre infrastructure à vos clients. Donc on est allé assez loin quand même dans l'idée que l'on pouvait entraver le droit de propriété et la liberté d'entreprendre de certaines entreprises pour ouvrir un marché. Et c'est sur cette base qu'on a connu une éclosion d'innovation, de services, une augmentation de la qualité de service et, bon, j'estime, mais c'est peut-être aussi là un biais parce que j'ai pas mal travaillé dans ce secteur-là, une sorte d'équilibre qui peut arriver à une sorte de présence de l'État au service de l'intérêt général en essayant de cadrer des acteurs qui sont quand même des acteurs très puissants et qui, eux, déploient des infrastructures qui font que, malgré tout, en France, on est quand même très bien positionné sur la scène mondiale en termes d'accès à ces infrastructures-là, même si, évidemment, il y a beaucoup de défauts. Donc l'idée, 30 ans après ces dynamiques, serait de dire, mais au lieu de rester sur les talons, dans notre relation aux réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on pense pas cette action sur l'architecture des réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est tout à fait normal qu'un réseau social soit en monopole sur l'ensemble des fonctionnalités de son réseau social? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est normal qu'une entreprise centralisée décide, comme le disait Anne, tout simplement de ce qui est vu par des milliards de personnes? Puisque nous sommes bien dans cette relation-là. Il a fallu 3 ans de travail à l'université du Massachusetts par l'équipe de Ethan Zuckerman pour établir, le nombre de vidéos qu'il y avait sur YouTube. Donc c'est à peu près 14 milliards qui sont de vidéos publiques, et ça augmente tout le temps. Et pour établir le ratio entre le nombre de vues par vidéo et le nombre de vidéos qui étaient vues par l'essentiel des utilisateurs. Et en réalité, nous tous ici dans la salle, on ne voit que 0,00001% en gros des vidéos qui sont sur YouTube. Et la médiane du nombre de vues sur une vidéo, figurez-vous que c'est autour de 50 ou 60 selon les jours. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de 60, vous êtes au-dessus de la médiane, vous vous rendez compte du nombre de vues sur une vidéo. C'est vous dire le nombre de vues, le nombre de vidéos qu'il y a en dessous. En réalité, des 50 vues. L'essentiel de ce qu'il y a sur YouTube n'est pas vu. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le logo de YouTube, on est face à une télé. C'est une télé. Et la présidente de YouTube France dit bien, c'est la 2e chaîne de France. Et encore récemment, elle évoquait les 4 principes que j'ai sous les yeux, parce que je les connaissais pas à l'époque, mais c'est quand même assez flagrant, que il y a une politique éditoriale, et vous voyez, j'ai dit le mot, je voulais pas le dire trop tôt, mais il y a une politique éditoriale algorithmique chez un réseau comme YouTube qui vise, donc, qui est régi par les 4 R, donc je les ai sous les yeux, excusez-moi mon anti-sèche, donc c'est retrait, rehausser, récompenser, réduire. Donc ça veut dire on ne touche toujours pas au contenu, donc on respecte les règles de l'hébergeur au sens strict tel que défini en droit européen, mais pour autant, on a un rôle d'éditeur algorithmique où clairement, on choisit ce qui est vu.
Et c'est là où ça ne peut pas être de deux choses, enfin, c'est de deux choses l'une. Soit vous êtes complètement ignorant du contenu et à ce moment-là, vous laissez d'autres personnes prendre le contrôle de votre structure et vous permettez à d'autres personnes d'agir dessus et on vous considère comme une infrastructure essentielle, soit on vous confère un rôle, mais il y a des personnes qui vont pouvoir proposer d'autres choses dessus, soit on reconnaît que vous avez un rôle d'éditeur et il y a un moment où vous êtes responsable de ce qu'on voit. C'est pas possible de rester dans cet entre-deux. Pourtant, c'est l'état de l'art aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est, un entre-deux, et je pense qu'il y a vraiment un passage sur autre chose à opérer au niveau européen et très prochainement. Merci pour cet état des lieux avec un rappel d'un exemple d'intervention forte de la puissance publique qui peut être une source d'inspiration. Une des solutions pour, entre guillemets, rendre les réseaux sociaux à la société, c'est de donner du pouvoir à la société sur leur fonctionnement. Mais quelles institutions pour cela? Et en particulier, à quel point le Conseil national du numérique peut-il être un point d'appui? Alors, aujourd'hui, il est très clairement, enfin, comme Anne le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sont pas des institutions démocratiques au sens où on n'a aucun pouvoir de décision dans leur fonctionnement. Donc, une première chose, c'est déjà d'agir au sein de l'appareil des autorités publiques pour exercer une pression sur ces réseaux, pour tout simplement les ouvrir à la société et s'assurer qu'il y a des espaces de décision qui se créent en dehors d'eux et qui viennent appliquer des règles que nous décidons en tant que collectif, au pluriel, quel qu'il soit, sur ces infrastructures-là. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Maintenant, il y a une deuxième chose, mais qui est à un niveau bien mineur, hein, je m'en rends bien compte, mais qui est déjà très important parce que, déjà, je tiens à féliciter les organisateurs et tout le monde dans la salle parce que, bon, quand même, on est un samedi après-midi, il fait très beau et puis vous êtes très nombreux. Donc, vraiment, c'est une sacrée prouesse. Mais de se dire que ces espaces-là, ils sont pas très nombreux non plus, hein, dans la société. On entre dans ce que l'on appelle le antisocial century, donc le siècle antisocial, comme le titrait le magazine américain The Atlantic encore très récemment. Et on a cette intuition au Conseil national du numérique, mais c'est un euphémisme, hein, et c'est très partagé dans la société, que sans qu'il y ait lien, causalité dans un sens ou dans l'autre, il y a au moins une corrélation entre l'existence de liens technologiques très prononcés et un décloisonnement social, quoi, c'est-à-dire un phénomène d'isolement social. Donc, face à cette situation, on a décidé de prendre la technologie à son contre-pied, à l'aune de l'arrivée de l'IA dans notre vie, et de se dire, c'est très simple, il y a de moins en moins de café en France, donc nous, on va faire café IA. Et c'est de dire, on va mettre l'IA au milieu de la table du café, et on va créer ces espaces d'échange, de pair à pair, de paroles, sur notre relation à la technologie. Et outiller le plus grand nombre de personnes possible pour recréer ces espaces de dialogue sur nos liens technologiques, et vous devinez bien que on parle des liens technologiques au début, et puis ensuite on parle des liens humains, tout simplement, du sens que l'on met dans notre travail, etc., etc. Tout ça est interrogé par les liens technologiques. Donc nous, on considère que c'est vraiment une première étape, c'est-à-dire une remobilisation. On en discutait tout à l'heure, mais dans une période où on considère très souvent qu'on est impuissant face à tout ça. Il y a une forme de fatalité, comme si on ne pouvait pas agir, comme si la bataille était pliée. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a les plus grandes entreprises que la Terre est jamais portée devant nous, rien que ça, et c'est vrai, je pense, d'un point de vue historique, que l'on peut rien faire. On a tous les outils pour agir. À commencer par cette prise de conscience de notre capacité d'action. Merci en tout cas pour l'énergie communiquée dans la lutte nécessaire face à ces mastodontes. Et du coup, pour l'invitation également à aller peut-être plus loin dans des propositions très concrètes. Donc, Marie-Lou Leroy, est-ce que vous pouvez nous exposer les différentes propositions techniques qui existent pour nous libérer de l'emprise de ceux qui contrôlent les réseaux sociaux, construire des espaces de débat public numérique plus sains et retirer le pouvoir des seules mains des propriétaires de plateformes? Vaste programme. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation et puis pour votre attention ce samedi après-midi, il est vrai, bien ensoleillé. Déjà pour dire à Jean Catan que ton idée, votre idée des cafés IA infuse, et moi j'en organise un bientôt avec mes étudiants à Saint-Martin-Vésubie. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus au sein d'un territoire qui est assez sinistré suite à une catastrophe naturelle. Alors, votre invitation, elle arrivait au moment où je me questionnais sur la manière de mobiliser notre droit face à ce qu'on peut appeler des tyrans numériques. Donc, on a parlé d'Elon Musk, mais aussi, on peut aussi parler de M. Zuckerberg, qui a annoncé en janvier dernier
vouloir restaurer la liberté d'expression et comment, en mettant fin au programme de vérification avec les médias et les ONG, et puis aussi en mettant fin à la modération, notamment envers les personnes homosexuelles. Il me semble vraiment important de vous expliquer un petit peu dans le détail ce qu'est le règlement sur les services numériques, vous dire déjà que c'est quand même une première dans le monde. Et donc c'est un texte qui est assez intéressant, mais qui est pour le moins insuffisant, et qu'on devrait tous ici dans cette salle pouvoir bénéficier de nouveaux droits numériques. Alors qu'est-ce que change ce règlement concrètement ? Déjà, il va prévoir de nombreuses mesures qui sont graduées selon les acteurs en ligne et en fonction de la nature de leur service et de leur taille. C'est-à-dire que les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche sont soumis à des exigences qui vont être considérées comme plus strictes, on va y revenir, et tous les acteurs, quels qu'ils soient, doivent désormais désigner un point de contact unique et un représentant légal pour coopérer avec les autorités nationales. Les autres obligations, en gros, si je les synthétise, c'est 3 types de catégories. La première, c'est la lutte contre les contenus illicites, puisque les plateformes, elles doivent proposer aux internautes un outil qui leur permet de signaler facilement les contenus illicites, c'est-à-dire qu'une fois que vous signalez un contenu désormais sur TikTok ou Instagram, elles doivent le retirer rapidement ou bloquer l'accès au contenu illégal. Et les plateformes, elles doivent aussi collaborer avec ce qu'on appelle des signaleurs de confiance. Alors, c'est quoi un signaleur de confiance ? C'est un statut qui est attribué dans chaque pays à des entités ou à des organisations en raison de leur expertise. Et par exemple, en France, le premier signaleur de confiance, qui a été désigné, c'est l'association e-Enfants. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle œuvre à la protection des mineurs en ligne. Et leurs notifications à ces signaleurs de confiance, elles sont traitées en priorité. La deuxième catégorie d'obligation, c'est la transparence en ligne, puisque les plateformes, elles doivent désormais être plus transparentes dans leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations qui permet aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié, ça peut vous arriver, par exemple sur Facebook, de contester cette décision. Et puis, pour régler le litige, les utilisateurs, ils pourront se tourner vers des organismes indépendants ou saisir leurs juges nationaux. Les plateformes, elles ont aussi, avec le règlement sur les services numériques, l'obligation d'expliquer le fonctionnement des algorithmes qu'elles utilisent pour recommander certains contenus publicitaires en fonction du profil des utilisateurs. Toujours, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche doivent proposer un système de recommandation des contenus qui n'est pas fondé sur le profilage. Donc maintenant, vous allez pouvoir avoir des systèmes de recommandation des contenus non fondés sur le profilage. C'est assez intéressant. Et il y a aussi un registre des publicités contenant diverses informations. Donc vous allez pouvoir savoir qui a parrainé l'annonce et comment et pourquoi elle vous cible en tant qu'individu. La publicité ciblée pour les mineurs, et ça c'est important, est désormais interdite, de même que la publicité ciblée sur les données considérées comme sensibles. Donc tout ce qui est par exemple opinion politique, religion, orientation sexuelle, on n'aura pas de publicité qui peuvent exploiter ces données sensibles. Et les interfaces trompeuses, qu'on appelle aussi dark patterns, c'est-à-dire des pratiques qui visent à vous induire en erreur, elles sont aussi interdites. La troisième catégorie d'obligations, c'est l'atténuation des risques et la réponse aux crises, puisque les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, en raison justement des risques sociétaux qu'ils représentent, doivent désormais, tous les ans, analyser les risques systémiques qu'ils génèrent, par exemple sur la violence en ligne, sur les droits fondamentaux, sur les processus électoraux, et prendre les mesures nécessaires pour les atténuer. Et comment on peut les atténuer avec des codes de conduite, la suppression de faux comptes et d'autres mesures. Elles vont aussi devoir tous les ans faire appel à des auditeurs indépendants sous le contrôle de la Commission européenne et puis fournir leurs algorithmes à la Commission européenne et aux autorités compétentes pour vérification. Et quelque chose qui est assez intéressant pour nous en tant que chercheurs aussi, c'est que quand on est certifié, on va pouvoir accès aux données de ces grandes plateformes, justement, pour mieux comprendre l'évolution de ces risques.
Alors ça, c'est aussi un petit peu la nouveauté qui a été mise dans le texte suite à la crise Covid. Vous avez un mécanisme de réaction aux crises qui est prévu, et donc la Commission, elle peut demander, lors de crises, comme aussi lors de l'agression russe en Ukraine, d'imposer des mesures d'urgence dans un nombre de temps assez limité. Et en cas de non-respect de ce texte, on a quand même des sanctions qui sont assez considérables, de l'ordre de 6% qui peuvent être sanctionnées, et qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction des activités sur le marché européen. C'est vraiment notre arme de destruction massive. Je ne sais pas si on va l'utiliser, j'espère. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas assez de droits, enfin moi c'est ce que je considère, en tant qu'utilisateur avec ce règlement. Le texte, il aurait vraiment pu aller plus loin en imposant un droit au paramétrage, puisque les plateformes, en fait, fonctionnent comme des écosystèmes vraiment fermés. Vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez aucune prise sur les contenus que vous regardez. Et donc le Conseil d'État et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ont notamment œuvré pour ce droit au paramétrage ou à la protection de l'attention. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous-même paramétrer vos propres automatismes comportementaux et sélectionner les contenus que vous souhaitez voir, sélectionner aussi, avec un tableau de bord, sélectionner aussi la sphère d'émission des contenus que vous publiez et la sphère de réception des contenus qui vont être recommandés. Et également, pour donner plus de pouvoir aux utilisateurs, on aurait pu avoir un droit à l'interopérabilité. L'interopérabilité, elle existe déjà dans le secteur des télécoms. C'est la possibilité de changer d'opérateur sans changer de numéro de téléphone. Mais dans le monde des réseaux sociaux, c'est impossible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier un contenu sur TikTok qui soit visible sur Instagram. Donc la Quadrature du Net avait notamment proposé qu'un utilisateur qui soit inscrit sur une plateforme A, donc par exemple TikTok, puisse communiquer avec ceux qui sont inscrits sur une plateforme B, par exemple Instagram, et inversement, sans pour autant avoir besoin de changer de plateforme. Et ça peut vraiment améliorer la concurrence et avoir aussi des réseaux sociaux qui seraient un petit peu plus proches de nos valeurs. Il y en a déjà qui existent, Mastodon ou Blue Sky. L'idée de l'interopérabilité, elle rejoint aussi celle du dégroupage dont on parlait Anne et Jean. Et en ce qui concerne aussi, j'aimerais bien en finir par là, le fait de donner plus de force aux utilisateurs, le Conseil d'État avait recommandé la création au niveau de la Commission européenne d'un espace de concertation, d'un forum avec tous les partenaires, par exemple des associations d'utilisateurs, les plateformes et les pouvoirs publics, justement pour élaborer conjointement des standards minimums et élaborer conjointement les conditions générales d'utilisation qui sont pour l'instant rédigées uniquement par les plateformes. Donc c'est vraiment donner un vrai droit à la participation des utilisateurs ou de leurs représentants pour qu'on ait plus de poids. Merci pour ce tableau complet articulant état du droit et ouverture sur d'autres possibles. Il s'agissait là de solutions techniques. Il faut aussi prendre en compte la modération humaine. Pensez-vous, comme le suggèrent par exemple Elon Musk et Mark Zuckerberg, que la modération humaine soit devenue inutile? Et sinon, comment l'améliorer? Comment faire en sorte qu'elle soit la plus démocratique possible? Alors déjà, moi, j'ai travaillé au sein d'un tribunal judiciaire, donc j'ai envie de vous dire que la modération des contenus, j'aurais préféré qu'elle soit confiée à un juge qui est le seul gardien de nos libertés fondamentales, en tout cas en France, et qui est le plus légitime et le plus compétent en matière d'équilibre des libertés. Mais comme vous le savez, et Jean l'a bien dit, il y a trop de contenu, c'est plus possible. Donc, les plateformes, elles ont mis en place deux techniques de modération. On a tout d'abord la modération technologique, qui est la principale utilisée, et ensuite une modération humaine qui intervient justement après cette modération technologique. Alors, la modération technologique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des moyens automatisés avec des systèmes d'intelligence artificielle qui affichent des taux de performance compris entre 95 et 99%, du moins c'est ce que disent les plateformes. 95 à 99%, c'est à la fois beaucoup, mais c'est encore trop peu, et c'est pour ça justement qu'on a besoin
encore maintenant d'équipes de modérateurs dont les prérogatives seront d'analyser en détail des contenus nécessitant une levée de doute, de vérifier les signalements d'abus et puis de participer justement à l'amélioration de ces systèmes automatisés et d'intelligence artificielle. On y reviendra aussi, mais bien souvent ces modérateurs sont des travailleurs du clic exploités, donc qui travaillent dans des conditions vraiment déplorables. Mais au-delà de la suppression des contenus, vous avez d'autres pratiques de modération qui sont pratiquées par les plateformes. Et Jean l'a dit aussi, mais elles peuvent restreindre la mise en avant des contenus. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Le terme anglais, c'est shadow ban. Et elles peuvent aussi mettre en place ou suspendre la monétisation des contenus ou suspendre la fourniture des services ou encore tout simplement clôturer le compte d'un utilisateur. Et chose aussi importante, certains réseaux sociaux ont mis en place des organes qualifiés par certains auteurs de Cour suprême, comme le conseil de surveillance de Meta. Donc en fait, Meta a mis en place un espèce de conseil de surveillance avec des juges qui sont chargés d'élaborer les cas les plus difficiles pour justement les modérateurs. Comment on peut améliorer le système ? Déjà, il faut mieux protéger, selon moi, les modérateurs et les lanceurs d'alerte. L'article 42 du règlement là, sur les services numériques dont je vous ai parlé, il impose que les très grandes plateformes ou les très grands moteurs de recherche présentent dans leur rapport de transparence annuel les ressources humaines qui sont consacrées à la modération des contenus ventilés par langue officielle au sein des États membres. Mais ce texte, il ne prévoit aucune obligation de formation ou même de soutien psychologique pour ces modérateurs. On a juste un considérant, et les considérants ne sont pas des obligations légales, qui nous évoque, et je lis que justement les mesures d'atténuation des risques dont je vous ai parlé, elles pourraient comprendre l'adaptation de leur processus décisionnel et de leurs ressources, notamment le personnel chargé de la modération des contenus, leur formation et leur expertise locale. Donc il faudrait vraiment qu'on ait des obligations légales qui protègent ces modérateurs. De la même façon, la protection des lanceurs d'alerte, elle ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique dans ce texte. Elle est pourtant essentielle pour déceler d'éventuels manquements justement des très grandes plateformes. Et en fait, on parle beaucoup là depuis le début du fait que les plateformes sont nocives, on va dire, pour la société, mais il n'y avait pas de preuves avant, enfin du moins il n'y avait pas de preuves et d'accès aux documents des grandes plateformes. L'une des premières lanceuses d'alerte, ça a été Frances Haugen, qui notamment a indiqué que Meta avait une responsabilité, enfin n'avait rien fait face à l'invasion du Capitole et savait que ces services étaient nocifs, en particulier pour les adolescents. Donc le 30 avril 2024, la Commission, elle a mis en place un outil de dénonciation en ligne pour ces lanceurs d'alerte. Mais on va voir ce que ça va donner concrètement, c'est assez récent. Il faut aussi renforcer la protection des signaleurs de confiance parce qu'ils ont très peu de moyens en fait, ces signaleurs de confiance. Et donc sur la base d'un principe pollueur-payeur, certains proposent de contraindre justement les très grandes plateformes à participer au financement de ces associations. Et enfin, et j'en terminerai par là, mettre en avant certains types de contenus, même si Anne nous en a parlé, c'est-à-dire avoir des plateformes qui seraient agencées avec des algorithmes conçus par d'autres. Et c'est notamment Reporters sans frontières qui avait proposé justement dans les débats de ce texte sur le règlement sur les services numériques d'avoir une obligation de fiabilité de l'information. Et ça, ce serait vraiment intéressant parce que, encore une fois, là, on n'a aucune obligation des très grandes plateformes de collaborer avec les fact-checkers. Donc, aucune fiabilité de l'information qui est garantie. C'est la raison pour laquelle vraiment je pense que avoir des systèmes de recommandation collaboratifs et qui soient conçus par d'autres, c'est quelque chose de fondamental. Merci beaucoup pour ces ouvertures sur d'autres modalités de régulation. Justement, Jean-Loup Fourquet, aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent sur ce modèle décrit par les intervenantes et intervenants
dès ce matin d'ailleurs, pour faire du profit. Le modèle économique est basé sur la publicité ciblée qui incite à capter l'attention. Quelle autre organisation de l'information envisager? Et si l'on rend les réseaux sociaux à la société, pour quoi faire? Bonjour. Du coup, pourquoi faire? Je pense que c'est comme vous l'avez tous dit, pour récupérer le plus grand pouvoir des réseaux sociaux, et le plus grand pouvoir des réseaux sociaux, c'est l'amplification algorithmique, et c'est le choix de ce qui va être massivement diffusé. Parce que comme l'a dit Marie-Lou, on peut faire des choses sur la modération, etc., etc., mais le plus gros pouvoir, c'est de choisir ce qui va être massivement diffusé. Ce que Michel dit sur Twitter à 3 abonnés, c'est pas la question. Combien d'heures vous pensez que l'humanité regarde YouTube par jour? Alors on n'a pas les chiffres parce que forcément ils sont opaques, hein, mais les derniers chiffres qu'on a, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, 1 milliard d'heures par jour. L'humanité regarde 1 milliard d'heures de YouTube par jour. Sur ce milliard d'heures, il y en a 700 millions, 70% qui sont décidés par la mécanique algorithmique de YouTube. YouTube décide de ce que l'humanité va regarder 700 millions d'heures par jour. C'est l'équivalent de la carrière entière de 25 000 professeurs d'université tous les jours. Donc là, vous pouvez lutter pour faire de l'éducation au climat, etc., etc. dans les classes. Si l'algo de YouTube a décidé qu'on serait massivement climato-sceptique, on va être mal. Donc la question, c'est ça. La question, c'est si on recommande pas comme les grandes plateformes le font, comment on le fait? Et la question, elle est abyssale. Parce que la métrique qu'utilisent les grandes plateformes, toutes, c'est comme tu viens de le dire, c'est le temps passé et l'engagement sur les plateformes. Et c'est une métrique qui a quelques qualités. Économiquement, elle est très intéressante pour les plateformes. Mathématiquement et de manière informatique, c'est facile d'optimiser le temps que chacun passe sur la plateforme. Et politiquement, elle est intéressante parce que ça dédouane la plateforme de tout choix politique. C'est pas moi qui ai recommandé du climato-scepticisme ou du contenu raciste, c'est la personne qui a cliqué. Donc ça dédouane vraiment de toute responsabilité politique. Sauf que si, en tant que société, on nous rend les réseaux sociaux et on va en faire quelque chose, comment on choisit ce qui va être massivement recommandé? Qui choisit? Moi, je vais dire c'est le climat. Vous allez dire que c'est le PSG parce que vous êtes Paris et que vraiment c'est hyper important d'avoir du contenu qui dit le PSG c'est la meilleure équipe. Comment on fait? Eh bien, à Tournesol, nous, on n'a pas de solution, on cherche plutôt, hein, c'est un projet de recherche-action, donc vous pouvez aller voir, c'est tournesol.app. Et le principe de la plateforme, c'est de dire, ben, c'est pas à Musk de décider ce que l'humanité va regarder, c'est pas non plus à Zuckerberg, c'est pas non plus au ministère de l'Information français, parce que peut-être que c'est pas forcément une bonne idée d'avoir une centralisation comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir comment on pourrait gouverner collaborativement les algorithmes de recommandation. C'est-à-dire faire des algorithmes de recommandation qui se nourrissent de ce que nous, on choisit. Et à Tournesol, c'est des comparaisons de vidéos. Donc vous avez 2 vidéos, par exemple. Nous, on base nos recherches sur les vidéos de YouTube. Et les utilisateurs, utilisatrices vont comparer 2 vidéos et vont dire, moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus recommander la vidéo de gauche. C'est pas une question de parti politique, c'est une question d'interface graphique. Tout, c'est un hasard. Je pense qu'il faudrait recommander beaucoup plus la vidéo de gauche que la vidéo de droite. Et l'algorithme de recommandation va se nourrir de ces comparaisons-là. Alors, la première chose qu'on dit dans ces cas-là, c'est de dire, ben oui, et alors c'est l'argument du CEO de TikTok qui est invité pour je ne sais quelle raison à parler dans des conférences TED, dans des grosses conférences américaines qui ont des millions de vues. Lui, il dit, ben TikTok, c'est exactement ça. Les gens votent avec les doigts. C'est une sorte de démocratie. Donc là, vous voyez le loup venir. Il y a 3 grosses différences entre ce que fait Tournesol et ce que devraient faire des réseaux sociaux, entre guillemets, d'intérêt général et ce que fait TikTok. La première, c'est la transparence. Okay, quand vous likez une vidéo sur TikTok, vous ne savez pas comment va être interprété votre like, votre swipe, votre commentaire hargneux. Vous savez que ça va être intégré, mais vous ne savez pas comment. Est-ce qu'il vaut mieux commenter 3 fois un commentaire hargneux que 3 likes? Vous ne savez pas. Pour le faire remonter dans l'algorithme de recommandation, vous ne savez pas comment ça va être interprété. Quand vous votez dans une démocratie, vous savez comment votre bulletin de vote va être compté.
C'est ça qui fait la démocratie. On connaît le processus. Donc déjà, une plateforme, il faut qu'elle soit open source dans le sens, il faut que vous sachiez en tant qu'utilisateur comment va être comptabilisée votre action. Première chose. Donc Tournesol, on essaie de faire des algorithmes transparents, explicables bientôt. Non, c'est tout un sujet pour arriver à vulgariser comment marchent des algorithmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut, et alors là, absolument, arriver à recueillir les jugements de la partie éclairée de chacun de nous. Alors, oui, parce que, comme tout le monde, j'ai deux grandes personnalités. Une qui va se coucher en se disant « je vais faire un marathon demain, lire 3 heures d'un grand prix Nobel et après manger une salade de tomates avec des œufs ». Et après, il y a celui qui se lève, qui ouvre le frigo, qui mange des dragibus et qui regarde Netflix. Et il faut savoir que quand vous voulez donner du pouvoir aux comparaisons des gens, il faut donner du pouvoir et il faut arriver à donner du pouvoir à la partie éclairée de chacun de nous. Parce qu'en fait, ce qu'ont fait les réseaux sociaux, ils ont donné du pouvoir aux utilisateurs. Mais ils ont donné du pouvoir à la partie qui veut manger des dragibus. Et vous vous retrouvez avec des recommandations qui sont, pour mon cas, que des avions qui atterrissent avec le vent de côté et qui manquent de s'écraser parce que c'est complètement fascinant, et d'autres contenus comme ça. Donc la deuxième chose que vous devez faire en tant que plateforme, c'est essayer d'avoir cette conscience-là de comment on arrive à recueillir les choix éclairés des gens. C'est, si on reprend les mots un peu académiques, système 1, système 2 de Kahneman. Okay, c'est la même chose. Et la troisième, et quand on parle de pluralité algorithmique et de reprise du contrôle par les utilisateurs, c'est cette reprise du contrôle-là. C'est le contrôle de la partie éclairée, celle qui, pour chez moi, veut regarder des vidéos de physique quantique et sur la Révolution française. Okay. Troisième grosse chose à faire, c'est que je pense qu'il faut arrêter avec l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le mythe de l'ultra-personnalisation parce qu'on a un fil et des propositions qui sont ultra-personnalisées pour nous. On se dit que c'est bien. Moi, je peux vous inventer une dystopie où chacun choisit son algorithme. Chacun regarde la physique quantique s'il a envie, la Révolution française s'il a envie, et pourtant, on va quand même être incapable de vivre ensemble. Il y a un bout des recommandations qui doivent être des recommandations qui sont quelque part, qui créent du commun entre nous. Et c'est pour ça qu'à Tournesol, par exemple, la note d'intérêt général qui est issue des votations et des comparaisons de la communauté, c'est la même. C'est pas parce que moi j'aime le climat que les notes qui sont au sujet du climat vont être plus élevées et que quelqu'un qui a plutôt un autre centre d'intérêt va avoir une note plus élevée sur cette autre thématique. C'est des notes, entre guillemets, des scores qui sont universels. Parce que dans un algorithme de recommandation, pour faire société, il faut créer du commun et il faut qu'on ait des recommandations, une partie, qui soit commune. Du coup, c'est comment là ? Je surveille le temps d'un œil. J'ai pas le chrono. Ah, ok, très bien. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas. Il y a une autre plateforme qui fait ça et qui fait sur un autre sujet qui s'appelle pol.is. Donc je ne prononce pas en attaché parce que ça fait moins stylé. Du coup, ça vient de la cité, tout ça. C'est une plateforme qui a été beaucoup utilisée à Taïwan. Et le but de cette plateforme, c'est vous poser une question clivante. Tout le monde se prononce sur toutes les propositions qui sont faites, plus ou moins clivantes. On peut faire de nouvelles suggestions. Et le but de la plateforme, c'est faire émerger les propositions qui sont communes à tous les différents groupes. Même si les groupes sont très clivés, on va essayer de mettre en avant et de trouver ce qui fait consensus parmi toutes les populations. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que le consensus qui est bon. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des systèmes informationnels qui amplifient le dissensus et qui nous empêchent même de voir qu'il existe peut-être du consensus. Et moi, ça me fait vraiment penser quand même à la fameuse personne qui cherche ses clés en dessous d'un réverbère. Pourquoi tu regardes et tu cherches tes clés sous le réverbère ? Parce que c'est là que j'y vois. Aujourd'hui, on a des plateformes qui éclairent artificiellement tout ce qui est dissensuel et qui clive, et on s'étonne qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir si on ne peut pas reprendre le contrôle des réverbères et aussi regarder là où potentiellement on est d'accord pour avancer. Voilà.
Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Si l'on veut avoir un petit temps de réaction, de conclusion, éventuellement d'ouverture sur quelques perspectives, je propose peut-être qu'on refasse un petit tour rapide. Alors, le ministère de glisser dedans. Peut-être en reprenant dans l'ordre, je ne sais pas si c'est dans l'ordre de début ou d'un bout à l'autre, comme vous voulez. Marie-Lou ou Anne. Marie-Lou. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est, et qui me tient particulièrement à cœur, parce que là, on est en train de finaliser un rapport avec ma directrice de thèse, Célia Zolinski, sur la protection des mineurs face aux réseaux sociaux. Et bon, le rapport est pas encore publié, mais il sera librement accessible et il reviendra sur toute l'arsenal législatif et les propositions d'amélioration. Mais sur le droit au paramétrage, concrètement, on s'est dit que il fallait mettre fin justement à cette ultra personnalisation. Et comment concrètement, on pourrait mettre fin au défilement infini des vidéos, à la lecture automatique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur YouTube. Vous cliquez sur une vidéo, il y en a une qui se lance 3 secondes après, et donc c'est la personne qui a les dragibus qui gagne encore une fois. Aussi mettre fin à toutes ces notifications incessantes. Donc on sait qu'il y a certaines pratiques qui sont vraiment toxiques pour la santé, pas que des mineurs d'ailleurs, puisque ça touche en priorité les mineurs, mais en fait faut peut-être se poser la question dans cette salle est-ce qu'on est tous plus ou moins accros justement à ces plateformes, et pourquoi, et le fait d'avoir effectivement des systèmes de recommandation collectif, moi c'est quelque chose que j'avais vraiment travaillé dans ma thèse, c'est de se dire que, mais je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, et elle pose en tout cas de nombreuses questions. Ce serait d'avoir des communs numériques, un espace peut-être sur ces plateformes où on pourrait décider collectivement de certains contenus qu'on pourrait mettre en avant, et justement qui ferait consensus. Et ça pourrait nous faire avancer vers une société, en tout cas où c'est pas une société où on mange tous des dragibus dans notre coin. Voilà, je pense que je veux pas prendre plus la parole. On aura décidément une métaphore filée à succès dans cette table ronde. En tout cas, je pense que la publication à venir dont tu parles suscitera certainement beaucoup d'intérêt. Jean Catan ? Oui, si on doit aller encore un cran plus loin que ce qu'on a été, et qui est déjà quand même beaucoup comparé à l'état du débat au niveau institutionnel et particulièrement européen, on peut se dire aussi que finalement, tout notre écosystème numérique, il est fondé aujourd'hui autour de plateformes qui ont centralisé le pouvoir de décision, mais en deçà, il est aussi fondé sur toute une série de protocoles libres et ouverts, comme on les appelle traditionnellement, et qui peuvent être aussi un lieu d'inspiration pour penser les architectures de conversation sociale que l'on pourrait avoir demain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que le modèle de la plateforme où une entreprise centralise l'ensemble du pouvoir technique, du pouvoir décisionnel, soit le modèle de développement de nos architectures et de nos conversations sociales. Il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. Nous avons aujourd'hui donc 2 contre-exemples à tout le moins qui ont beaucoup pris d'importance suite aux évolutions aux États-Unis, mais qui existaient bien avant. Donc il y a d'un côté Mastodon et Blue Sky qui sont très souvent cités, et qui sont tous deux fondés sur des protocoles d'interopérabilité, comme le disait Marie-Lou, et qui sont vraiment à la base d'une autre forme d'architecture, où finalement, on peut imaginer un espace de conversation sociale où il n'y a pas une plateforme qui centralise le pouvoir de décision, mais où l'ensemble des utilisateurs peuvent interagir par le biais d'applications de leur choix, peuvent intégrer des services de modération de leur choix, des services d'algorithmie de leur choix, sur une base qui est non pas une plateforme, mais un ensemble de protocoles libres et ouverts, et pourquoi pas décider dans des enceintes qui sont elles aussi libres et ouvertes, et du coup faire des réseaux sociaux de véritables communs au sens strict du terme. Merci. Anne ?
Oui, alors, bon, pour rebondir rapidement sur tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, déjà, voilà, je voulais réinsister une dernière fois, même si c'est un peu lourd, mais je pense que c'est très important dans les débats contemporains. On nous parle beaucoup de liberté d'expression. Voilà, qui est pour la liberté d'expression, contre la liberté d'expression. Bon, on a vu là que c'était pas le sujet. En fait, la question, c'est qui a le contrôle sur la recommandation. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser à l'égard, disons, de ce que fait l'intelligence artificielle à nos espaces informationnels. Donc, je voulais juste répéter ça une dernière fois. Sur la question de voilà la double personnalité Dragibus physique quantique, c'est une question quand même très intéressante parce que la question sous-jacente à ça, c'est à qui s'adressent ces dispositifs technologiques. C'est-à-dire que quand on parle de technologie, il faut toujours, je crois, bien sûr, comprendre comment ça fonctionne. C'est essentiel, bien sûr. Mais quand on a compris comment ça fonctionne, on n'a pas tout compris. Il faut aussi comprendre ce que ça nous fait. Il faut aussi s'intéresser aux effets psychiques et sociaux de ces milieux technologiques médiatiques. Ça, c'est très important. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous fait. C'est-à-dire que ces technologies, les technologies persuasives, les algorithmes de recommandation et aussi les intelligences artificielles générative, en fait, elle s'adresse à des agents comportementaux qui sont censés réagir de manière purement réflexe à des stimuli. Elle ne s'adresse pas à des sujets réflexifs qui peuvent se poser des questions et qui peuvent éventuellement aussi critiquer ce à quoi ils ont affaire, juger, interpréter, délibérer collectivement. Et donc, nous devons aussi penser d'autres types de technologies qui ne s'adressent pas seulement à des agents comportementaux qui ont pour fonction de réagir de manière mimétique et immédiate, mais à des citoyens qui réfléchissent, qui pensent, qui critiquent, qui délibèrent collectivement. Et donc, les technologies que Jean-Loup a citées précédemment, comme Tournesol ou comme Police, pardon, il fallait pas prononcer le nom, bon voilà, en fait, ces technologies-là, vous voyez bien qu'elles constituent des médias qui permettent en fait l'interprétation individuelle, la réflexion collective, la délibération et la discussion collective et la contribution d'une certaine manière. Ce sont pas des technologies qui ont vocation à nous imiter, à simuler, si vous voulez, des comportements humains et donc, in fine, à nous remplacer. Parce que quand on imite, quand on simule, c'est finalement pour automatiser, pour remplacer. Donc, je crois aussi qu'il y a un nouveau paradigme, disons, de l'intelligence artificielle à inventer qui permettent justement cette mise en commun des savoirs et des contributions et non pas l'imitation, l'automatisation et le remplacement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et donc pour dernier mot, Jean-Loup Fourquier, peut-être en profitant pour glisser quelques mots sur les questions de modèle économique et de l'éventualité de considérer les réseaux sociaux, en tout cas de les faire évoluer vers des services publics, si c'est possible. On a assez peu de temps. Je vais repartir de ce que disait Anne à l'instant sur les nouveaux paradigmes. Et je pense que les nouveaux paradigmes, en fait, ils peuvent beaucoup s'inspirer des anciens. Parce que ce qu'on oublie avec les réseaux sociaux et le numérique, mais Jean l'a très bien dit avec l'histoire un peu de comment ça s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est pas dans le marché. Le numérique est dans une sorte de bulle de marché irrégulé par rapport aux autres secteurs. C'est-à-dire que Airbus arrive pas en disant « Ah, ben voici un nouvel avion, allez-y, on va voir comment ça se marche. » Okay. Airbus doit passer toute une batterie de tests, comme n'importe quel labo pharmaceutique pour des médicaments, en prouvant non pas comme ce que tu disais Marie-Lou, a posteriori on vérifie qu'il n'y a pas eu d'effet négatif. Les labos et les avions ont fait ça avant. Il y a vraiment ce système avec les algorithmes de recommandation où en gros, il y a une sorte d'exception culturelle numérique où on fait des grandes expériences sociologiques sauvages sur des milliards d'utilisateurs en se disant « Oh, on verra bien ce qui se passe avec la démocratie ». Non, mais il faut voir, c'est ça qui se passe. Donc il y a un moment, on faut aussi repartir des paradigmes de base quand il y a une industrie qui a ses impacts systémiques, on doit au moins leur demander d'avoir accès aux données qui pourraient nous permettre d'avoir les preuves que potentiellement il y a des effets systémiques. Parce qu'on en est là. C'est eux qui ont les données qui pourraient nous permettre de valider scientifiquement qu'il y a bien des effets systémiques sur la démocratie. Or, pas bête, ils veulent pas les donner. Bon. Donc là, il y a vraiment un enjeu sur ça. Et donc il y a ce principe de non-conformité, il y a un autre principe, moi, que j'essaierai de pousser avant de partir sur un service public, mais si ces deux principes-là, on les poussait, ça serait déjà plus un service public, c'est le principe de non-recommandabilité. C'est-à-dire que vous dites, ok, tout contenu est recommandable,
Mais passer un certain niveau d'impression, 1 million, hein, on n'est pas non plus dans la censure, hein, 1 million, c'est-à-dire que ça peut être affiché 1 million de fois, là quand même, il faudrait peut-être vérifier. C'est juste ça. Je veux dire, et c'est ce que disait Anne à l'instant, c'est pas la liberté d'expression, c'est de la liberté d'amplification de n'importe quel message sans payer les conséquences sociétales de cette amplification. Et là, effectivement, et Jean a prononcé le mot une seule fois d'ailleurs, hein, je me suis dit que tu aurais pu le prononcer beaucoup plus, c'est le côté responsabilité éditoriale. Alors oui, on ne peut pas appliquer le même type de responsabilité éditoriale que sur un média. Parce qu'on ne peut pas vérifier peut-être tous les contenus, il y en a trop. Mais au-delà d'une certaine amplification, oui. Et ça, c'est vraiment un principe de non-recommandabilité et principe de non-conformité. Je pense que c'est des éléments importants à pousser. Et conclusion, effectivement, on parlait de Mastodon, de Blue Sky, etc. Faut voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des systèmes et des régimes politiques qui ont très bien compris l'enjeu des algorithmes et des IA de recommandation. Et à nous de nous saisir de ces enjeux-là. Et notamment, moi je pense avec Blue Sky par exemple. Blue Sky est quelque chose qui est décentralisable, mais qui n'est pas décentralisé aujourd'hui. Aujourd'hui, Blue Sky, c'est Blue Sky États-Unis, notamment à le CEO qui s'appelle Jay, etc. À nous peut-être de mettre un peu d'argent pour faire une instance ou un nœud de Blue Sky qui s'appellerait, je sais pas, Europe Sky, France Sky, je m'en fiche. Mais pour vraiment décentraliser ce réseau et faire en sorte que effectivement on soit pas dépendant de tout ça. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à vous quatre. Je crois qu'on peut dire que vous nous avez bien outillés pour penser et pour agir. Donc, cela est à suivre. La lutte continue et les prochaines tables rondes vont développer d'autres aspects. Merci donc de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivent en ligne, on se retrouve dans un quart d'heure à 15h15 pour une table ronde sur le travail et l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont dans la salle, c'est pareil. Il y a un petit quart d'heure de pause. On reprend bien à l'heure. Et j'en profite pour vous dire que pendant votre pause, vous pouvez la mettre à profit.